à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Série et compagnie, un numéro placé sous le signe de la voix, celle de James Brown, de Louis Bertignac, de Tony Soprano et de Gérard Lanvin. Car oui, Gérard Lanvin est mon héros dans la super interview de la semaine. Il tourne pour la première fois sous la direction de Jean Becker dans le film Bon Rétablissement. Ça faisait plus de 15 ans que ces deux-là se couraient après et apparemment ils se sont bien trouvés. Dans l'extra interview, Stéphane prend des cours de guitare avec Louis Bertignac, qui, entre deux notes, lui raconte quels sont les films et les séries qui le font vibrer. Dans le détail qui tue, Charlotte vous expliquera comment la série Les Sopranos a changé l'histoire de la télévision. Charlotte qui part également à la rencontre du réalisateur Tate Taylor pour une leçon de mise en scène forcément très musicale, puisqu'il sera question d'un film sur James Brown. Mais tout de suite, c'est le meilleur de l'actu cinéma et série par Isabelle Claire, première partie. La bonne nouvelle de la semaine, c'est l'arrivée de l'immense Jimmy Fallon dans votre salon, car oui, vous allez pouvoir regarder son Late Show tous les soirs, 24 heures après sa diffusion aux États-Unis. Hi, it's Jimmy Fallon. Watch The Tonight Show every weeknight on MCN. Come on, it's fun. 1, 2, 3, 4. Cette émission typiquement américaine entre comédie club et talk show est enregistrée chaque jour en public au Rockefeller Center de New York et accueille les plus grandes stars et acteurs de la planète. Don't wake the snake. Comment ça, vous les avez pas reconnus? Revoyons cette scène au ralenti. Tom Cruise et son shampoing aux œufs, Jennifer Lawrence, Harrison Ford, Cameron Diaz derrière à gauche et j'en passe. Le livre de la semaine, c'est le premier ouvrage français consacré à la série Breaking Bad. Emmanuel Burdeau, ex-rédac chef des Cahiers du cinéma, consacre un livre collectif à cette série qui a fait des millions d'adeptes en 5 saisons. L'histoire du petit professeur de chimie qui passe du côté obscur en devenant un méga dealer de drogue est analysée par des historiens, écrivains ou philosophes. Ça donne à peu près ça. Cette exaltation de l'égoïsme et du communautarisme le plus étroit fait écho à une autre grande fiction sur l'économie libérale, Wall Street, le film d'Oliver Stone. Bref, c'est parfois un peu complexe, mais toujours instructif, et vive les anti-héros. Hello. Now that we're near the end of our journey, we wanted to thank our passionate fans who have been with us from the very start. Le défi de la semaine a été lancé par Peter Jackson, réalisateur de la trilogie des Hobbits. Son objectif est simple, élire son meilleur fan qui sera récompensé par un voyage en Nouvelle-Zélande, patrie du réalisateur et surtout cadre naturel de la Terre du Milieu. En plus de cette invitation sur les lieux de tournage et à Hobbitbourg, village de Bilbo aux pieds poilus, le regagnant sera invité à une projection privée du dernier Hobbit en compagnie de Peter Jackson avant sa sortie bien sûr. Pour jouer, il faut envoyer une carte postale qui sera peut-être choisie parmi des dizaines de milliers d'autres. On croise les doigts. Thank you. Le premier classique de la semaine, c'est l'incident de Larry Pierce qui ressort en salle. Cette épopée nocturne et glaçante dans une rame du métro new-yorkais offre son tout premier rôle à l'immense Martin Sheen. You make me want to puke. Bill, this is terrible. Where's the conductor, for heaven's sakes? There's probably a couple of cars up. They usually right in the middle of the train. Hey, no! Come here, man. No, that's a girlfriend. Un film dérangeant et fascinant à la fois, interdit de diffusion en Angleterre à sa sortie en 67, et un cinéma d'actualité pour une question qui taraude toujours 40 ans plus tard. Et vous, comment auriez-vous réagi ? L'autre classique qui ressort en DVD et Blu-ray cette semaine, c'est Le Génie du Mal, thriller noir sorti en 59, à nouveau une histoire de mauvais garçons assassins qui se font griller pour un objet oublié sur le lieu du crime. Eyeglasses, you know. The police thought they belonged to the boy, but they looked pretty big to me, so when nobody was around, I tried them on the body. Tiens, ça t'apprendra à ranger tes affaires. Le Génie du Mal, inspiré d'un fait divers, rappelle Hitchcock, mais vaut surtout d'être vu pour la prestation d'Orson Welles en avocat contre la peine de mort. Your Honor, if you hang these boys, you turn back to the past. I'm pleading not for these 2 lives, but for life itself. Martin Sheen, Eisenberg, Jimmy Fallon, Peter Jackson. Bon, ça suffit avec les garçons. Dans la deuxième partie, je vous jure, il y aura de la poulette et pas des moindres.
rencontres de cinéma qui paraissent évidentes et qui pourtant arrivent tardivement. C'est le cas pour Gérard Lanvin et Jean Becker. Jean Becker, 81 ans, 14 films de L'été meurtrier aux Enfants du Marais en passant par Elisa, dirigeant enfin dans Bon Rétablissement. Gérard Lanvin, 64 ans, à son meilleur, râleur, touchant, agaçant. De toute façon, ça paraît évident, ces deux-là étaient faits pour s'entendre, un même côté grande gueule, épicurien, un amour de l'humain. Pour autant, l'alchimie a-t-elle vraiment été totale ? Gérard Lanvin, c'est un tel bonheur de vous voir debout, en pleine forme. Oui, ils vont bien être ça va mieux. Dans Bon Rétablissement, Gérard Lanvin a le corps en miettes et passe les 3/4 de son temps cloué dans un lit d'hôpital. Si t'en as d'autres des conneries comme ça à me dire, hésite pas, je suis là. Et oui, forcément, ça énerve. Gérard Lanvin, je me suis rendu compte que ça m'avait étonné que vous n'ayez jamais tourné avec Jean Becker. Et j'en ai parlé autour de moi, il y a même des gens qui disent « Mais si, bien sûr, il est dans tel film ». Et en fait, non. Non, c'est pas moi. Est-ce qu'il y avait effectivement une évidence à devoir un jour où... Il y avait une évidence, ça c'est sûr. On s'est rencontrés à l'époque de L'été meurtrier, je l'avais aidé à passer des castings. Vous donniez la réplique, c'est ça, voilà. J'ai rencontré Jean, donc il était déjà attentif aux jeunes générations qui arrivaient. Et puis, bon, ça ne s'est pas fait pour X raisons. On a fait aussi une approche sur Les Enfants du Marais. Mais c'est le producteur qui n'a pas voulu de Gérard Lanvin. C'est fou. Mais pour pourquoi ? me citer, puisque c'est le nom dont on parle. Là. Parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément pour. Voilà, on a fait beaucoup de films avec ce producteur, moi en tout cas. Et le jour où je lui ai dit non, il m'a plus jamais parlé. C'était Monsieur Fechner. Monsieur Fechner. Voilà, donc il a dit à Jean Becker, moi, Gérard Lanvin, c'est non. Mais oui, pourtant, c'est lui qui avait produit Marchalon. J'ai fait tous les films avec Christian Fechner, sauf qu'un jour, je lui ai dit non sur un projet, et c'était quelqu'un qui ne supportait pas qu'on lui dise non. Donc on est passé à autre chose. Mais la vie est ainsi faite, c'est qu'à un moment, on retrouve Jean Becker, et dans un film totalement exact pour nous deux. Voilà, donc tout va bien. Comme quoi, il faut savoir accepter les choses, et surtout... y croire toujours. Je suis kiné, je m'appelle Carrie. La forme ? Ne répondez pas, je sais que ça va mal. À mardi, athlète, hein, préparez-vous. Bon, lui, il me touche pas, c'est un dingue. On respire. Et je dis en forme, parce que je dis c'est jogging. Je vais voir. Bonne fin de journée. Qu'est-ce qui vous touche dans son cinéma, dans son regard sur le monde ? Mais il nous parle de nous, de nos défauts, de nos qualités, de nos travers. Bon, c'est quelqu'un qui est très observateur. Donc, la moindre petite scénette dans la rue peut lui provoquer une envie de l'écrire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui nous parle de nous, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que le film dont on parle, pourquoi il fait autant rire les gens ? C'est parce que tout le monde a connu plus ou moins cette situation. Soit en tant que malade, soit en tant que visiteur. C'est-à-dire, on sait qu'une chambre d'hôpital, c'est un passage obligé de tellement d'intervenants. En fait, vous avez une porte sur un couloir, et c'est un théâtre de boulevard, l'histoire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça vous dérange pas ? Si, justement, je vais sortir faire des courses. Je suis l'inspecteur chargé de votre enquête. Sans blague. Vous avez des questions ? Non ? Bon, très bien. Si on n'avait que des petits vieux comme vous dans le service, on se porterait bien. Comment ça, des petits vieux ? Voilà. Au-delà de ça, Jean Becker sait très bien écrire ces choses-là. Avec Jean-Loup Labadie, en plus, en complément, plus l'auteur du livre. D'un livre, ouais. Oui. Je veux dire, il y a un moment où tout ça c'est de la bonne cam, comme on dit, pour un acteur. Oui, surtout vous, je sais que vous avez parfois des mots assez durs sur la qualité de certains scénarios qu'on vous envoie. Donc, oui, sur la qualité des dialogues. Parce que le problème, c'est... Vous savez, quand Jean Gabin, il a été connu, c'est par rapport au dialogue d'Audiard, quoi. Hein, quand on recite certaines répliques, quand les convolants du chef d'escadrille et tout ça, qu'on fait les grandes délices évidemment des spectateurs, il faut avoir de la chose à dire, quoi. Voilà, s'il faut que ce soit toujours vous qui ameniez vos trucs avec vos cahiers, vos machins, c'est fatigant, quoi. On a envie de lire un truc en disant putain, mais c'est super bien écrit, quoi. Et se régaler à jouer le texte des autres. Vous avez des ennemis, monsieur Laurent ? Ici, oui, la compote et la purée. Le défaut d'aujourd'hui, ça serait par rapport manque de préparation, beaucoup de branleurs qui se prennent pour. Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Ils me font rire, quoi. Je pensais que, vous voyez, les Césars, par exemple, n'allaient pas toucher les générations qui arrivaient, là. Mais ils sont à fond dessus, les mômes, hein. Ils sont à fond dessus. Hein. Et ils ont tort, parce que ça crée des jalousies. Et le métier qu'on fait n'est pas le métier pour être le meilleur, c'est le métier pour être avec les autres. C'est participer à une émotion en commun. Et je les vois tous au César se ronger les ongles. Un jour, ils seront la Vénus de Milo à force. Il faut qu'ils fassent gaffe. Voilà, ça fait pas mal. Souffrir par vous, Myriam, n'est pas souffrir. C'est le titre d'une chanson, ça. Hein ?
Souffrir par toi Et pas souffrir, vouloir mourir ou bien faire rire. La, 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 la. Souvent, on utilise de votre côté à l'ancienne. Vous avez l'impression de ne pas être tout à fait à votre place dans ce cinéma et par exemple, d'avoir plus de complicité avec un Becker qui a quand même pourtant plus de 20 ans de plus que... Oui, c'est clair que j'ai plus de complicité avec ces générations-là qui ont été confrontées à des choses aussi difficiles qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Qu'on sont des gens, des terriens, quoi. Ils aiment la vie, ils aiment la bouffe, ils aiment regarder les femmes, ils aiment, même à 80 piges, ils ont encore l'œil coquin, etc. Moi, c'est, si vous voulez, des gens qui ont kiffé leur vie. Quand vous rencontrez des gens comme ça vaut le coup. Parce que quand vous faites un film, il y a aussi 3 mois d'événements ensemble. Aller à table ensemble, voir la vie ensemble, se raconter des choses ensemble. Et ces gens-là sont plus intéressants que la plupart des jeunes metteurs en scène que j'ai rencontrés. Ah non! Putain, non, rends-moi ça, rends-moi ça. Non, non, non. Bouger là, rends-moi ça. Oui, allez, allez. Thierry, quand même. Oui, vas-y, doucement, allez, donne, quoi. C'est con, quoi. Donne-moi ça. Encore un peu, c'est possible, c'est possible. Il m'arrive une merde. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Il n'arrivera pas de merde. Voilà, hop. Allez, voilà. C'est trop con. Très bien. Jean Becker, à l'avant-première, vous l'avez appelé le taulier. Oui, c'est le taulier. Ouais, mais alors, ça veut dire quoi pour vous? C'est le patron? C'est le patron, c'est le taulier, quoi. C'est le taulier, c'est lui qui mène ce bateau. On pourrait dire capitaine si on aimait la flotte, mais non, c'est le taulier pour moi. C'est quelqu'un qui, tous les matins, vous arrivez, le taulier est là avant vous. Le taulier, il a préparé sa journée. Il vous attend. Il faut que vous soyez prêts. Il y a cet échange. Il va falloir faire ça en 8 heures, pas en 9 heures. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dépasser autant que ça au cinéma, autant qu'avant. Mais je pense qu'il n'y a pas tant de metteurs en scène que ça que vous avez appelé le taulier. Non, mais Olivier Marchal est un taulier aussi pour moi. Enfin, les metteurs en scène dont le boulot se voit, quoi. Après, il y a du branleur aussi. On ne peut pas les appeler les tauliers, mais moi, j'ai eu la chance, honnêtement, d'avoir plus souvent affaire à des tauliers qu'à des branleurs. Et un Jean Becker, est-ce que vous êtes donné rendez-vous Si la vie le veut bien, vous voyez, il faut que Jean il trouve un sujet. Bon, Jean, il est plus tout jeune. S'il a la forme, s'il a l'envie, s'il a encore cet esprit qu'il a à vouloir rire et à vouloir faire encore du cinéma, je serai là s'il a besoin de moi, bien sûr. Jean Becker nous l'a confié, il a déjà son prochain film en tête. L'an 20 sera-t-il de la partie? Réponse dans un prochain Ciné-Série et compagnie. Cette semaine, dans le détail qui tue, nous rendons hommage aux Sopranos, à laquelle le journaliste américain Brett Martin attribue l'entrée dans le 3e âge d'or de la télévision. Dans cette nouvelle ère, le modèle familial ne ressemble plus à une publicité des années 50 et le héros affiche ses défauts et sa noirceur. Let your loved ones care for you. I'd rather they hold a pillow over my face. I find it interesting you would say that. You tried to smother your mother with a pillow. Tony Soprano est apparu sur HBO il y a 15 ans, mettant au placard les MacGyver, Charles Ingalls et Dr. Green de ce monde. Fini les bons sentiments, place à la réalité. La série a bouleversé tous les codes de la production audiovisuelle et c'est Steve Van Zandt, alias Silvio Dante, le bras droit de Tony Soprano, qui nous raconte comment. What the fuck is it? I can't catch a fucking break? All those rules of television were broken at that moment by David Chase and HBO. The 3 elements that changed television forever, which was HBO providing this canvas for the first time that had no limits on your imagination. This was a new idea. Television wasn't like that, you know. And because it was subscription, you could be as real as you want, and not just language and sex and violence, but as sophisticated as you want to be, as complex as you want to be. All these things were new ideas. There was no such thing as that. So they provide the canvas. David Chase comes in, provides the vision. He is brilliant enough to know what to do with that canvas, and created this show, certainly with the most complex leading character in history. Any wine? Gazzada Malanga.
David Chase, he had been in TV his whole life and really wanted to break out of that network sensibility and make it more of a film-like experience and not be so obvious with the exposition, not so every single plot line has a nice ending. And then the third element was Jimmy Gandolfini executing that character, you know, making that character come to life. L'immense James Gandolfini, dont la voix, le souffle et la silhouette restent inoubliables, le seul capable d'incarner à la perfection la douceur noyée dans un corps de géant. 911, where's the emergency? 911, where's the emergency? Only later, when you could see every single leading character now on television influenced by Jimmy's, character. What are we talking about? The fact that you still, after all this time, cannot accept you had a mother who didn't love you. Never again will there be a good guy that's so good and so heroic and so perfect, you know. Those days are over. And I think that came from Sopranos. So it was a legitimate beginning of this new golden era of television for real. You never really know you're making history when you're making it, you know. It's just one of those things. You need a little distance from it to recognize what happened. Et Steve Van Zandt a raison. Sans les Sopranos, les anti-héros fascinants comme Walter White, le gentil prof de chimie devenu un caïd de la drogue, Ray Donovan, le père de famille dézingueur, ou Dexter Morgan, le flic tueur en série, n'auraient jamais trouvé leur place sur le petit écran. That's the jacket we got you for Christmas? Si je mets mon doigt là, ça fait un La. Ah, c'est pas terrible. Il y a quelqu'un qui fait jouer de la guitare, qui connaît 2-3 accords un peu rock. Vous jouez un peu de la guitare? Non? Non? Vous ne savez pas jouer? Même pas une note parce que j'ai une interview et j'ai que le La. Bon, je vais y aller quand même comme ça. Hein. Pam, 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 pam. Chaque semaine, dans l'Extra Interview, nous vous proposons une rencontre avec une personnalité qui n'appartient ni au monde du cinéma, ni au monde de la série. Aujourd'hui, c'est au tour du musicien Louis Bertignac de venir frotter sa guitare contre notre caméra pour un voyage très personnel dans le monde de la péloche et des acteurs. Louis Bertignac, bonjour. Bonjour. À quand remonte votre première fois au cinéma? La première fois que vous avez croisé un écran de cinéma, vous vous souvenez ou pas? Au cinéma, le plus vieux, mais ça ne doit pas être le premier que j'ai vu, mais mon plus vieux souvenir, c'est James Bond contre Dr. No. C'était mon tonton qui avait emmené tous les cousins, et dont moi, au cinéma. Et je me souviens qu'à la sortie de ce truc, j'avais envie de cogner tous mes cousins. J'avais beaucoup aimé. Très bien. Vous êtes né en 1954. Et alors, j'ai fait un petit jeu. Je me suis dit, tiens, quels sont les films qui sont sortis en 54? Vous allez me dire ceux que vous avez vus. Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock. Bien sûr. Vous aimez le suspense, le cinéma d'Hitchcock ou pas? J'aime beaucoup. Ouais. Vous aimez avoir peur au cinoche? J'adore ça. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est important. J'adore les films où le diable est là. Ah. J'adore tous les trucs où on voit le diable. D'accord. On le voit, où on devine, des trucs qui est un peu... ouais. Ne serait-ce que dans L'Exorciste, ou dans des films plus marrants comme Bandit, ça m'éclate. J'aime beaucoup. La représentation du diable qui vous a fait le plus peur, c'est L'Exorciste? Au niveau qualité-âge, c'est celui qui m'a foutu la plus grosse claque. Ouais. Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans peut-être. J'étais avec un pote, on faisait du stop aux États-Unis. C'était mon grand voyage juste après le bac aux États-Unis. Et évidemment, on se fait larguer à Las Vegas. Las Vegas, on n'avait vraiment pas de quoi aller jouer. Donc on a été au ciné et on a vu L'Exorciste. En sortant de L'Exorciste, on retourne sur notre autoroute. Bon, j'étais pas bien. Mais ça m'a éclaté, vraiment.
J'avais jamais vu un film aussi effrayant. Dans les autres titres que j'ai relevés, on est encore une fois dans du cinéma de genre. Il y a Les hommes préfèrent les blondes de War Hawks avec Marilyn Monroe et Jane Russell. Ça, alors, vous avez vu? Je l'ai vu, mais j'ai pas un grand souvenir. Ça fait trop longtemps. Mais vous êtes plutôt blonde Marilyn Monroe ou brune Jane Russell au cinéma? Franchement, si je peux avoir les deux à la fois, je les prends. Je suis pas regardant au niveau de la couleur des cheveux. Mais voilà, il y en a beaucoup que j'aime aussi, qui ne sont pas de ces deux-là. Chaque époque, j'ai eu mes icônes féminines. Ah oui, il y a eu qui d'autre qui est dans votre panthéon féminin? Romy Schneider, c'était une des premières forcément, craquante. Il y a des actrices... Faye Dunaway. Ah, Faye Dunaway? Oui, j'ai eu ma période Faye Dunaway. D'accord. Aujourd'hui, évidemment, c'est Scarlett Johansson qui emporte le morceau. Je l'aime beaucoup, surtout... C'est facile. Oui, c'est vrai, c'est facile, oui, mais que tu sois amoureux. Mais oui, c'est normal. Mais elle n'est pas si belle que ça. Elle a un truc qu'elle dégage qui rayonne. On va rien dévoiler, mais vous êtes un père. Oui. Est-ce que le cinéma ou la série, puisqu'on parle de cinéma et de série dans cette émission, est-ce que vous partagez des films ou des séries avec vos enfants? Oui, bien sûr. Quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous leur avez montré? Ce que j'ai montré il y a quelques mois, Mrs. Doubtfire. Doubtfire, oui. Parce qu'il se retrouve, c'était un peu ma position à l'époque, où séparation, se retrouver et savoir que mes filles me manquaient, pour qu'elles aient une idée d'à quel point elles me manquaient. Maintenant, je sais pas, c'est résolu. C'est une façon de faire passer des messages pour vous? Oui, aussi, bien sûr. Et c'est un bon moyen d'éducation, aucun doute là-dessus. Et puis, on parle de tout ça. Après le film, on en parle, ou que ce soit même la semaine d'après, on en reparle. Et puis, je les branche beaucoup sur la science-fiction aussi. Ah, c'est aussi votre truc, la science-fiction? Ah oui, à fond. D'accord. Vous avez vu Prometheus, vous leur avez fait voir Alien, ou c'est prévu? Non, pas encore. C'est trop jeune. On va attaquer Star Wars. On va attaquer le premier Star Wars. Louis, vous avez une relation au cinéma, et là, c'est le moment souvenir. Alors attention, votre première expérience de cinéma, c'est un film d'Olivier Lorsac avec Sophie Duez. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là? Mais oui, mais il n'y avait pas... C'est un film de 1987. Sur les rares scènes que j'ai tournées. Vous jouiez un serveur à l'époque? Exactement. De café? Ouais. Mais c'était intéressant, mais c'était le premier rôle qu'on me proposait. Et pourtant, vous allez attendre 1995 pour remettre ça. Hein? Ouais. Je me dis, j'ai peut-être changé. C'est ça, c'est Highlander 3. Ouais. Et à l'époque, vous jouez le rôle de Pierre, c'est un immortel, un marquis qui va croiser la route de Christophe Lambert. Ouais. Il vous en reste des souvenirs de ça? D'ailleurs, oui, j'ai plein de bons souvenirs du tournage. Bon, déjà, j'avais un rôle sympa parce que je me fais tuer à sa place. Ouais. Je sauve donc Highlander. Et j'ai plein de souvenirs assez rigolos, parce que c'est la première fois où je suis monté volontiers à cheval, parce que évidemment dans le cinéma ils ont des chevaux mais qui sont dressés comme. Alors pour une fois un cheval faisait ce que je lui demandais quand j'étais dessus, donc j'ai passé l'après-midi à cheval au lieu d'attendre dans la roulotte. Ouais. Et j'ai passé un sublime moment. Bon, et alors quand est-ce que vous y remettez au cinéma? Vous attendez les propositions ou pas? Oui. On peut faire une annonce? Oui, faites une annonce, ça n'engage à rien. Ouais. Louis Bertignac, moi j'aime bien les films un peu aventure ou science-fiction. D'accord. Ou j'aimerais bien jouer un gros salaud. Et puis la dernière image que j'avais envie de vous montrer, et là je prends un pari, parce que je ne sais pas si c'est vrai, et c'est ça qui est intéressant. Si je vous montre cet homme-là, est-ce que vous le reconnaissez ou pas? J'ai déjà rencontré ce type. Il s'appelle Michel Hazanavicius. Ah oui. Il m'a tourné un clip. Ce clip, c'était quoi? Je crois que c'était Oubliez-moi, non? Ouais. Vous êtes un amoureux transi avec sa fiancée, il n'arrive pas vraiment à se mettre à l'affaire parce qu'il est dérangé par un nombre de personnages que vous interprétez, et c'était très drôle. Ouais, c'était bien. D'ailleurs, c'est un des rares clips que mes filles aiment, un des rares clips que j'ai fait, qui les fait marrer. Ouais. Parce c'est très marrant. Très bien. Louis, j'ai la chance de vous connaître et je voudrais qu'on fasse entendre votre dextérité musicale. Donc, parce que vraiment, c'est de l'ordre du prodige. Alors, je vous ai préparé... un enfant de 10 ans... Non. Je vous ai préparé des tablatures, comme on dit. Je sais pas lire. Ça, vous ne savez pas lire. Je sais pas lire. Donc ça, c'est foutu. Je sais rien lire. D'accord. Alors, moi, je vais vous proposer un autre exercice. Voilà, on va finir sur ça.
On est une émission bien de... fausse, hein. Je peux l'accorder? Ah, accordez-la, vous nous dites. Il est un peu tôt pour jouer. Puisqu'il est trop tôt pour Louis, nous vous donnons rendez-vous à la fin de l'émission pour une surprise. Un gratté. Décidément, ciné-série et compagnie à l'oreille très musicale cette semaine. Dans un instant, Charlotte est toute oui face au réalisateur Tate Taylor qui lui parle de la mise en scène de son film Get On Up sur James Brown. C'est juste après la sélection cinéma et série d'Isabelle Claire, deuxième partie. Ah, si c'est une heure, alors là c'est autre chose. La femme de la semaine dans ce ciné-série et compagnie plein de testostérone, c'est bien sûr notre Eva Green nationale qui joue dans le deuxième volet de Sin City, nouveau choc visuel presque 10 ans après le premier. She betrayed me. Kill him. Et alors Eva Green sur du green screen, ça donne quoi? It feels like like you're on stage. You have the crew who is the audience. It's great to have real actors with you. That always helps. You really get used to it, weirdly. It's theatre. Et pour le plaisir et un petit jeu, l'Amérique a refusé cette première affiche avec Eva Green et a accepté la seconde. Oh, je me demande bien pourquoi. Eh ben oui, cacher ce sein que je ne saurais voir. Voilà, merci. L'indiscrétion de la semaine, c'est celle de Lena Dunham et de sa série Girls découverte sur OCS. Alors je vous décrypte cette carte postale filmée, ça veut dire « Je suis en train de tourner la saison 4 qui sera diffusée en janvier aux States ». Eh ben super, merci pour l'info Lena. Enfin fais attention quand même. Oups. The Place to Be, c'est la grande maison de pâté, celle qui n'a jamais cessé d'œuvrer depuis la naissance du cinéma, soit depuis presque 120 ans. Elle ouvre enfin ses portes au public, professionnel ou amateur. À l'intérieur, un patrimoine historique inestimable et des archives impressionnantes. 4500 affiches, des accessoires, des livres et des films bien sûr, dont 9000 muets qui seront projetés régulièrement, accompagnés en live au piano. À noter, des ateliers pour enfants pour que le contact avec la pellicule perdure encore et encore. Bref, un lieu de transmission comme on les aime. Tu sais marcher avec les jambes bien raides en poussant des cris rauques, le rendez-vous de la semaine va t'intéresser. La nuit parisienne des zombies aura lieu à Paris samedi prochain, juste avant la projection de 4 films étonnants. Car oui, onirisme, humour et poésie font aussi partie du monde des morts vivants. Allez, ciao. Chaque semaine dans le Screen Parfait, nous vous expliquons comment fonctionne la mise en scène. Et cette semaine, c'est le tout nouveau réalisateur Tate Taylor que nous sommes allés rencontrer. Il nous parle de son biopic Get On Up, consacré au parrain de la soul, James Brown. Nous lui avons demandé comment on fait pour filmer la musique. It's funny, you bring up how do you shoot the music. Well, my answer to that question was I have to find the best actor, period. Tate Taylor débute comme figurant au cinéma, mais c'est en passant à la réalisation que sa carrière a explosé à Hollywood en 2011 avec La couleur des sentiments qui a reçu 4 nominations aux Oscars. Il nourrit son cinéma des paysages et des couleurs de son enfance dans le Mississippi, rythmé par la musique funk et soul de James Brown dont il nous raconte 50 ans de la vie dans son nouveau film Get On Up. Un film qui fait taper du pied avec une bande-son 100% James Brown garantie par un producteur de luxe, Mick Jagger. Alors la musique, comment ça devient un film? The biggest challenge, if we had not met, we would have had no film, was Chadwick Boseman. James, man. I don't know anybody else that could have done what he did. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Once he becomes James Brown, and I find the man to do that, I can then bring in the music, bring in the wigs, bring in the costume. And when I hired Chad, I hired him because of the way he played the 63-year-old James Brown. That's what we worked on together. I didn't work on the sexy, young,
entertaining ball of energy. I said, Chad, I want you and I to work on the 63-year-old version of James Brown. If we can get that right, we're going to be good. You blew the roof off the place. Don't even make a record for King. We breaking new ground every day. I wanted this film in many ways to be like a musical. I didn't want spoken dialogue and scenes to end so you could just insert a James Brown classic performance. I wanted the words of his song to complement the scene preceding it and following it. And as we structured the story, and as I saw the moments in the story in which I was going to place a performance, those scenes before and after helped me choose the song. Ladies and gentlemen, hope you're enjoying the show. We're the Starlighters. We're Famous Flames. Flames? Flames? We're the Famous Flames. Walking with my baby, she got blood thick feet. The long lead, a leg, and ain't got nothing to eat. But she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause California in her name. California, California. There's the movie you write, there's the movie you shoot, and then there's the movie you edit. I found myself, because of the power of his music and the tempo of certain performances, putting them in different places in the movie that you don't know you're going to do until you see the sum of all the pieces. La recette de Tate Taylor, c'est un acteur capable d'incarner James Brown sur 40 années, une cadence calquée sur celle du parrain de la soul, et cerise sur le gâteau, un coach hors catégorie, Mick Jagger himself. Mick was a great collaborator, but for me as a director, the greatest thing Mick brought to the project was the time he spent with Chadwick. I'm not a musical performer or superstar, neither was Chadwick, but guess what? Mick Jagger is. So he was able to spend time with Chad and help him get into the mind of James Brown, the mind of a musical genius, the mind of a performer, the mind of what it's like to be on the road, what it's like to have the mind of someone who is orchestrating. James Brown was a conductor. Like I never felt like I would have enough time to master it. We only had 2 months before we, from me taking the role and us starting shooting. It was just something that I had to absorb and take in every day. Because it's a combination of slave culture, blues culture, and some of those things you've already studied as a Black American. But it was just being in it every day. It was waking up in the morning and, lacing up shoes and trying dances or doing it in your socks. 1, 2, 1, 2, hit it! L'une des particularités de ce film, c'est que le réalisateur le ponctue de plans de chaussures, un symbole fort dans la vie de James Brown. The shoes, it was something that he didn't have when he was younger. Like, he didn't have proper shoes. In particular, these leather shoes, which are very slick and very stylish, and it says something about his progression, his movement, as far as his life and his success. And you special. One day, everybody gonna know your name. And when he takes the man's shoes, it's the first key, it's the first element of what he's going to build later in life. They didn't fit, but he held on to them. James, there's a woman here. She say she your mama. My baby playing at the Apollo. I ain't your baby. Not then, not now. I look after James Brown. I knew that I wouldn't.
My favorite part of making a film, I did this with The Help, and I did this with Get On Up, is to go to a movie theater where it's playing unannounced. I buy a ticket, and I go sit on the back row, and I just watch everybody. I don't even watch the movie. I watch to learn, to see what works, what doesn't work, but I just get such a thrill out of seeing that one audience member just completely transported into another world. It's a powerful feeling. That's what I love most. Are we done, Mr. Bird? I'm afraid not, Mr. Brown. I said, are we done? I think we got more funk in the trunk. Tate Taylor renouvellera-t-il la performance de La couleur des sentiments aux Oscars avec Get On Up? La réponse en 2015. Tout a une fin et Ciné Série et compagnie ne fait pas exception à la règle. Cela dit, vous pouvez revoir cet épisode et les précédents sur OCS Go, YouTube ou encore Dailymotion. Et dès la semaine prochaine, il y aura bien d'autres occasions de pousser des cris de joie. Nous serons en effet avec Patrick Bruel, mais aussi Jean-Michel Ribes, et l'auteur de bande dessinée Jules. Allez, salut! Si vous pouviez nous improviser un petit générique, ça serait formidable.